Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 4 octobre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous reviendrons sur le déplacement du prince Albert II à Montréal à l'occasion de la remise de prix annuel de sa fondation. L'occasion, vous le verrez, pour la fondation de réunir ses branches internationales. La présentation d'une exposition à la Maison de France, exposition consacrée à l'âge d'or des aquarellistes de la Riviera de 1850 aux années 20. Nous irons assister aux répétitions de la pièce Le Squat de Jean-Marie Chevret qui sera dans quelques jours présentée par le studio de Monaco au Théâtre des Variétés. Et en fin de journal, notre invité du mercredi, Philippe Claudel, écrivain et réalisateur. Il est également au conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre. Nous l'évoquions dans une précédente édition, la remise de prix annuelle de la Fondation Prince Albert II s'est tenue à Montréal. L'occasion, notamment pour la Fondation, de réunir ses branches internationales. Reportage sur place de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. C'est une grande réunion de famille autour de la remise de prix annuelle de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Plusieurs événements et réunions sont organisés chaque année. Une fois en principauté, puis l'année suivante dans l'un des pays où la Fondation compte une branche étrangère. Et c'est donc à Montréal que les représentants des 9 branches internationales de la FPA2 se sont retrouvés cette fois. Un moment de partage d'expériences et de réflexion sur le futur. C'est effectivement une occasion d'avoir tous les présidents de branches qui puissent échanger sur ce qu'ils font, sur la manière de mieux coordonner leur action. C'est une des préoccupations qu'on a. Et surtout, c'est de leur donner des outils qui leur permettent d'avoir une action plus efficace dans les pays où ils agissent. Donc il y a eu une réunion fructueuse cet après-midi avec l'ensemble des présidents. Et je pense que ça permettra d'améliorer, je dirais, le fonctionnement d'une manière générale des diverses composantes de la Fondation. La branche canadienne de la FPA2 a organisé une levée de fonds au profit des projets soutenus par la Fondation. Des photos ont été présentées évoquant les liens unissant le Canada à la principauté ainsi qu'une robe portée par la princesse Grace lors de l'exposition universelle de Montréal en 1967. Le Canada et Monaco ont des convergences de vues sur l'environnement et les maux dont souffre notre planète. Les temps présents sont très intéressants pour le Canada parce que nous avons un premier ministre, Justin Trudeau, qui est très conscient des réalités de notre planète, très sensible à l'écoute des différentes communautés affectées par les changements climatiques. Et c'est dans cet ordre-là qu'on rêve d'arrimer Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, avec le Premier ministre Justin Trudeau. C'est une question d'agenda et de temps, mais ce sont 2 âmes sœurs dans ce domaine et honnêtement 2 personnes phares dans le monde entier pour la cause environnementale. Très actifs également au service de la Fondation Prince Albert II de Monaco, les consuls nord-américains ont tenu leur réunion annuelle à Montréal autour de l'ambassadeur Maggie Macario-Doyle. Pour eux, c'est un moment important parce qu'ils se sentent vraiment plus près du prince, plus près de la principauté de Monaco. Ça nous permet aussi de mettre des sujets importants qui touchent à l'environnement, à la culture, au tourisme sur la table, d'échanger aussi avec eux des discussions non seulement multilatérales mais aussi bilatérales. Le conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II de Monaco s'est également déroulé en marge de cet événement canadien. Sur les nombreux projets présentés, une dizaine devraient être retenus et bénéficier ainsi du soutien de la Fondation, notamment dans le domaine de la préservation de la biodiversité. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et c'est maintenant. Nous vous en parlions dans votre Focus Info de mardi. Le Luxpack avait lieu cette semaine au Grimaldi Forum. Chaque année, des prix sont décernés dans différentes catégories. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, dont la Fondation multiplie les actions en faveur de l'environnement, a ainsi remis plusieurs prix, dont le Trophée Green, vous le voyez, qui revient à une entreprise finlandaise qui a le mérite de faire du plastique, mais sans pétrole. Une belle démarche dans le monde du packaging. Après l'environnement, place à la littérature. Le conseil littéraire, présidé par son Altesse royale la princesse de Hanovre, s'est réuni mercredi dans l'après-midi, 24 heures avant la cérémonie annuelle de la Fondation Prince-Pierre qui récompense plusieurs écrivains salgarniers. De nombreux auteurs font partie de ce conseil comme Hélène Carrère d'Ancos, Marc Lambron ou encore Amin Malouf et Philippe Claudel, que vous retrouverez d'ailleurs d'ici quelques instants puisqu'il est votre invité du mercredi. Un mot à présent sur cette nouvelle exposition dévoilée à la Maison de France, exposition consacrée à l'âge d'or des aquarellistes. Reportage d'Émilie Rousseau.
La Côte d'Azur sous le regard des aquarellistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e, c'est le thème de la nouvelle exposition proposée par la Fédération des groupements français de Monaco à la Maison de France. Les œuvres de Lessieux, Costa, Richard ou encore Combat dévoilent la Riviera alors qu'elle faisait figure de paradis aux yeux des hivernants fortunés. Ces artistes ont quand même magnifié la nature de l'époque, mais c'est aussi intéressant. Et il s'agissait évidemment d'attirer l'œil des visiteurs et puis aussi des acheteurs éventuels. Et cela donne effectivement une idée de l'époque avec une végétation luxuriante et puis peu d'habitations, des métiers qui ont disparu à présent. Et tout cela a beaucoup de charme, évidemment. Colorées, lumineuses, ces toiles témoignent notamment de l'abondance de la faune et de la flore en cette période. En tout, 75 aquarelles sont réparties sur les 3 étages de la Maison de France, ainsi qu'une douzaine de céramiques. On y découvre Menton, Roquebrune, le littoral azuréen ou encore la Principauté. Le dénominateur commun, c'est restituer les plus beaux paysages de la Côte d'Azur. Et c'est vrai que les points forts, enfin avec l'expérience, je sais que les points forts, et ce qui est un peu récurrent, il y a Menton. Alors, la baie de Menton, tout ça, c'est assez fascinant pour un peintre. Il y a Monaco, et sur Monaco, surtout le paysage avec le rocher et la tête de chien derrière. Alors, c'est un peu évanescent derrière comme ça, mais c'est très, très beau aussi. Et il y a Beaulieu, qui est aussi une merveille, avec la Villa Kérylos, qui pointe au bout d'un cap, comme ça. Et donc, là, c'est vraiment les musts, on peut dire ça. Et donc, c'est finalement les paysages préférés de ceux qui achetaient ces aquarelles, bien entendu. À cette visite s'ajoutent les senteurs d'antan, notamment celle de la violette qui était cultivée du côté de la Condamine. À noter que des conférences et des animations rythmeront cette exposition à découvrir jusqu'au 4 novembre. Les 21 et 22 octobre prochains, le studio de Monaco présente Le Squat de Jean-Marie Chevret au Théâtre des Variétés, une comédie mise en scène par Genia Carlevaris. Émilie Rousseau et Olivier Bonello ont assisté aux répétitions. Regardez. Voilà Natacha, qui est une jeune lituanienne, qui squatte l'appartement de 2 vieilles dames en compagnie de Samir. Cette histoire, c'est celle de la pièce de Jean-Marie Chevret, Le Squat, une comédie créée par Marthe Mercadier et Claude Jansac, qui se déroule à l'aube de l'an 2000 dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement de Paris. Alors qu'elles rentrent de vacances, les propriétaires découvrent que leur demeure est squattée par un jeune couple, et ce, grâce à la complicité du fils de la concierge. C'est une comédie, comme vous dites, mais également une comédie qui a du fond, qui est pleine de charme, qui est pleine de sourires, mais en même temps qui fait réfléchir, qui est pleine de générosité, d'humanité aussi. Manuel a piqué nos clés chez vous. Il a fait faire un double. Et comme on n'était pas là, il en a profité pour installer une patrouille de Félaga qui a pris possession des lieux en toute impunité et qui se la coule douce pendant que vous frottez vos marches d'escalier et que nous, on vieillit doucement à Osgore. L'humour et les dialogues de la pièce font tomber les barrières. D'un cliché basique de racisme et d'intolérance, la pièce évolue vers un message d'écoute et de compréhension de l'autre. Une pièce que le studio de Monaco a su s'approprier et qu'il prend désormais plaisir à jouer. La première lecture a été assez compliquée de par la teneur du propos et le sujet, et aussi un petit peu, comme c'est une pièce qui se passe en l'an 2000, du coup le côté un petit peu historique de la chose au niveau vocabulaire et façon de parler, jeunes, c'est tout ça qu'on peut avoir aujourd'hui qui, dans la pièce, a un petit peu, on va dire, évolué depuis. Mais en la pratiquant et en travaillant le texte, on peut se rendre compte que ça reste tout à fait d'actualité et que c'est très plaisant à jouer finalement. Vous qui interprétez Natacha, il y a un accent aussi à prendre. Exactement, donc c'était ça un peu la première difficulté. Et voilà, je me suis mis au russe. J'ai essayé d'écouter de la musique russe. Et voilà, mais c'est vachement agréable justement de pouvoir interpréter un rôle avec un accent
un peu différent du mien. Donc non, c'était une grande fierté aussi de pouvoir jouer avec mes camarades. À l'avenir, quand tu voudras attendrir quelqu'un, évite de jouer les feux de l'amour et les misérables dans la même pièce. Ça finit par être un petit peu pesant, ce genre de salade. Et dis-moi, t'as trouvé ça tout seul ou c'est l'autre sournois là qui t'a soufflé la partition? Mais qui est cause là, la mémé? Non mais vous êtes kamikaze vous là? Pourquoi? Eh mais encore un mot comme ça et vous allez avoir besoin du SAMU, ouais. Eh ben on sera deux dans le camion du SAMU, vu que vos couilles vont pas tarder à faire connaissance avec nous. Ah ouais, eh ben, vas-y. Le squat de Jean-Marie Chevret, mis en scène par Genia Carlevaris et interprété par le Studio de Monaco, est à voir les 21 et 22 octobre au Théâtre des Variétés. Et du coup, je les ai écoutés. Et notre invité du mercredi, Philippe Claudel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, scénariste, réalisateur. Vous êtes également membre du conseil littéraire de la Fondation Prince Pierre. Alors pour les téléspectateurs, il faut savoir que la Fondation Prince Pierre délivre déjà un prix musical, d'art contemporain, mais également 3 prix littéraires. Oui, un grand prix qui couronne généralement un écrivain confirmé, qui a une œuvre derrière lui. Un prix découverte, qui s'adresse donc, comme son titre l'indique, à un jeune ou une jeune auteur, pas forcément premier roman, mais en tout cas deuxième ou troisième roman, en tout cas qui est au début d'un parcours littéraire. Et puis aussi, il y a une bourse qui est donnée par des lycéens qui couronnent. Voilà, les lycéens de Monaco, un petit peu sur le modèle du Goncourt des lycéens. J'en parle puisque faisant partie de l'Académie Goncourt. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur particulièrement. Quand on est couronné par des jeunes gens, c'est vrai que ça fait toujours très très plaisir. Ouais. Alors le Grand Prix, entre guillemets, c'est le prix littéraire de la Fondation. 3 écrivains ont été sélectionnés sur l'ensemble de leurs œuvres. C'est Annie Ernaux, Maurizio Serra et Michel Tremblay. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix? Pourquoi ces 3 écrivains? Alors, parce qu'ils déjà ils n'ont pas eu le prix. Oui. Parce que beaucoup d'écrivains importants, on peut pas l'avoir 2 fois, vivants encore l'ont eu. Mais si vous voulez, ce qui conduit au choix de cette trilogie, de ce dernier trio, c'est la qualité justement de leur écriture, de leur œuvre. Une œuvre importante en ce qui concerne les 3, qui sont extrêmement dissemblables, donc le choix va être difficile parce que ce soit Annie Ernaux, Maurizio Serra ou Michel Tremblay, ce sont des personnalités des lettres qui ont vraiment marqué les domaines dans lesquels ils ont écrit, qui travaillent depuis un certain nombre d'années et qui ont construit quelque chose d'important. Mais encore une fois, même si je me répète, ce sont des œuvres incomparables. L'œuvre d'Annie Ernaux est quelque chose d'important dans les lettres d'expression française, de la même façon que Michel Tremblay. Et Maurizio Serra, c'est quelqu'un qui n'est pas d'expression française à l'origine, mais qui a construit son œuvre aussi en français et qui témoigne peut-être un petit peu en fonction de sa personnalité, de diplomate, d'Italien, d'Européen convaincu, d'une sorte d'ouverture globale des lettres francophones sur un continent plus large que le pays d'origine. Alors que ce soit ce Grand Prix, la Bourse de la Découverte dont on a parlé, 5 prétendants, jeunes prétendants. Voilà, le coup de cœur des lycéens, 6 livres sont en compétition. De façon générale, par rapport à tous ces romans, comment vous trouvez ce cru 2017 ? Écoutez, moi je le trouve intéressant, mais comme on peut être intéressante aujourd'hui la littérature d'expression française, parce que autant, il y a encore quelques années, je n'aurais peut-être pas dit ça, parce qu'on avait une forme d'enfermement dans des veines plutôt formalistes ou autofictionnelles, qui peut-être laissaient un petit peu de côté la fiction, l'imagination, l'intérêt sur le monde, sur l'autre. Et là, ça revient très très fort. Et pour être un gros lecteur par goût et aussi un gros lecteur par obligation, comme étant en tant que membre dans l'Académie Goncourt, chaque été, depuis 6 ans, je lis énormément de romans écrits en français et je constate cette ouverture. Donc ça se retrouve aussi dans les choix, que ce soit les choix de la découverte ou les choix coup de cœur des lycéens. Alors, je l'ai dit précédemment, vous êtes aussi scénariste, réalisateur, vous avez des prix, vous avez eu un César notamment, il me semble. Est-ce que cet aspect cinématographique, chez vous, vous apporte quelque chose par rapport aux autres membres du Conseil? Est-ce que vous avez plus de recul ou qu'est-ce que ça peut changer, effectivement? Vous savez aussi du monde du cinéma. Ce serait prétentieux de dire que ça apporte un plus. Disons qu'on a tous des personnalités qui sont extrêmement différentes. On s'intéresse à des champs d'action artistiques ou autres qui sont très très larges et chacun a sa singularité, ce qui fait que l'intérêt du prix et de la constitution du jury, c'est que justement on vienne d'horizons assez différents. Et que ce soit le cinéma, la musique, la littérature, la sculpture, la peinture, je pense que
vraiment fondamentalement ce qui nous réunit, c'est une passion pour les œuvres, quelles qu'elles soient, et surtout les œuvres des autres, parce que ce qui est important quand on fait partie d'un jury, c'est pas nous-mêmes, c'est l'attention qu'on va porter à autrui. Et quand j'accepte de faire partie d'un jury littéraire, je fais partie de très très peu de jurys parce que j'essaye de faire correctement mon travail. Et en se multipliant, je pense que c'est pas facile. Mais ce qui m'intéresse, si vous voulez, ma principale motivation, c'est d'essayer de mettre en valeur des œuvres qui m'ont touché, des œuvres que j'estime importantes ou des œuvres naissantes en ce qui concerne les jeunes talents. Alors c'est complexe, vous parlez de jury, c'est complexe d'être écrivain comme les autres et tout d'un coup, entre guillemets, de juger, de passer et d'être dans un jury. C'est complexe ce changement-là? Non, je ne trouve pas que ce soit complexe. Je trouve qu'au contraire, en tout cas, moi, je le vis avec beaucoup d'humilité parce que je sais ce que c'est qu'écrire. Je sais la difficulté que ça peut être d'écrire, de publier, d'espérer être lu. Donc, ça me donne beaucoup d'empathie par rapport aux œuvres que je lis, beaucoup de bienveillance, ce qui n'exclut pas une forme d'acuité, d'exigence. Hein. Mais en même temps, c'est une forme de compagnonnage. Hein. Et d'exercice d'honnêteté aussi. On peut se tromper, évidemment, on n'est pas dans une science exacte. On essaye de faire notre travail avec cœur et passion, en essayant de promouvoir quelque chose qui nous a touchés. Et moi, en ce qui me concerne, quand je lis un livre, j'oublie qui je suis. Et quand je regarde une peinture, une sculpture, quand j'écoute un morceau de musique ou je vois un film, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'émotion, c'est d'être touché en tant qu'individu. Le reste, l'analyse, si vous voulez, vient après. Ce n'est pas le plus important. Alors là, on est justement dans une des pièces de l'hôtel Hermitage. C'est dans cette pièce que tout va se faire, qu'il va y avoir le délibéré. Comment ça se passe au niveau du jury? C'est plutôt houleux? C'est un consensus tranquille? Comment ça se passe? Je vous dirai après. Non, mais écoutez, en règle générale, les jurys auxquels j'ai participé sont des jurys qui réunissent des personnes à la fois passionnées, mais qui ont un sens de l'urbanité développée, de la politesse et de l'écoute de l'autre. On n'est pas dans un jury pour s'enfermer sur soi-même. Donc on développe des arguments, on les développe avec passion, avec force, avec vigueur, ce qui n'empêche pas d'écouter les autres. Et ensuite, comme son nom l'indique, un jury est composé de plusieurs jurés et il y a une forme de compromis qui se dessine. Forcément. Mais ce n'est pas un coup de force. Vous voyez, ce qui importe, c'est pas que les gens sortent d'une salle en étant amers, en étant déçus. Bien entendu, on peut être déçu quand ce n'est pas le livre ou l'auteur qu'on préfère qui a été couronné, mais en même temps, il faut que ça se passe avec de la raison, de la passion et de la raison, ce qui est un équilibre fragile à trouver, bien entendu. Voilà, donc de la passion et de la raison. Dans quelques minutes, vous allez décider avec les autres membres de ce conseil. On y reviendra sur Monaco Info, puisque le verdict sera rendu jeudi soir. Oui. Jeudi soir. Donc on y reviendra évidemment sur Monaco Info. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On se quitte avec la météo. À très bientôt. Au revoir. Jeudi, un temps ensoleillé de rares nuages et des températures supérieures au normal, comptées jusqu'à 24 degrés pour les maximales. Vendredi, du soleil et quelques nuages passagers, avec par moments un vent assez fort. Samedi, ciel bleu et quelques nuages, un temps légèrement rafraîchi au lever du jour, 15 degrés. Dimanche, temps sec et beau, température proche des normales. Et lundi, belle journée en perspective avec des températures agréables. Côté Mercure, donc de 17 à 22 degrés.